grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de la presse immobilière. Alors ce soir, je prends le micro à la place de Sylvain Lévy-Valency qui n'a pu être présent. On le salue, on en profite pour le saluer. Et comme toujours, nous sommes pressés de nous retrouver pour ce rendez-vous mensuel. C'est le mois de mars, c'est le mois du printemps, du renouveau, du grand ménage aussi. Et normalement, c'est un moment idéal pour déménager. Alors, mars 2024, est-ce que tu seras à la hauteur de nos espérances ? C'est ce que nous allons tenter d'élucider ce soir. Au programme de cette émission, nous aurons la revue du grand jury. Comme d'habitude, coup de cœur, coup de blues, coup de griffe, comme le dirait Isabelle Ray-Lefebvre, qui participe de temps à autre à nos côtés à cette émission. Et ensuite, nous aurons le grand débat avec notre grand témoin, qu'on accueillera dans quelques secondes. Les journalistes, Bruno Monnier-Vinard, Le Point, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Eh bien, je suis ravie de vous avoir à mes côtés ce soir. Nous aurons également Antoine Laurent de Capital. Bonsoir Antoine. Bonsoir Charlotte. Ravi de vous avoir également à ma droite. Nous aurons également Erwan Lemercier, un petit nouveau à Radio Imo. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Et enfin, bien sûr, pour leur donner le change, nous avons un grand témoin, actuel président adjoint de la FNAIM, mais pas que. Bonjour Jérôme de Champsavin. Bonjour Charlotte, bonjour aux auditeurs. Bonjour à vous. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Je vous propose de rester à nos côtés pour la séance suivante, la revue du grand jury, sur laquelle vous pourrez bien sûr réagir si vous le souhaitez. Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury. Alors, retour sur le plateau de Radio Imo. Donc, on salue quand même nos amis de Bien Ici qui malheureusement ne pouvaient pas être avec nous ce soir pour la météo de l'Imo. Mais néanmoins, on va tenter de prendre suffisamment de place avec cette rubrique de la revue du grand jury. Pour mémoire, donc chacun va présenter son coup de cœur, coup de blues ou coup de griffe. Je vous laisse la parole. Qui veut démarrer ? Je peux démarrer si tu veux. Allez Antoine, on se lance. Ouais, moi j'ai un petit coup de griffe et il est lié indirectement aux Jeux Olympiques. Parce que alors moi je suis un grand fan de sport, j'ai forcément très envie d'aller voir les épreuves, j'ai très envie d'assister à cette ambiance-là. Ça va être unique, c'est peut-être une seule fois de notre vie qu'on va voir cette chose-là. Mais à un moment donné, les JO, ça pose aussi quelques petits problèmes de logement et ça serait bien qu'on en parle. Parce que depuis 6 mois, à Paris, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de bailleurs qui demandent à leurs locataires de quitter leur logement. C'est un petit peu comme si on avait des bailleurs qui préféraient avoir leur logement libéré pendant les JO pour pouvoir le louer à prix d'or à des touristes étrangers ou pas d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ces congés donnés aux locataires ne sont pas toujours très réglo. En fait, selon l'agence départementale d'information sur le logement à Paris, entre septembre et février, il y a 28% des congés locatifs qui n'étaient pas valables sur la forme, alors que sur l'ensemble de l'année 2023, c'était 23%, donc 5 points de moins, et en 2022, c'était 9 points de moins. Donc il y a de plus en plus de congés qui sont tout simplement pas réglo vis-à-vis des locataires. On ajoute à ça un autre problème qui est lié au fait que l'on demande à des étudiants en logement Crous de libérer les lieux pendant les Jeux Olympiques. Ils ne sont pas sûrs de les récupérer parce que c'est très difficile d'obtenir un logement Crous. C'est pas bloqué pendant la période ? C'est-à-dire que j'avais entendu cette histoire qu'effectivement, il y avait des logements étudiants qui étaient mis à contribution, je crois, pour loger le personnel des Jeux. Exactement, ils ont été réquisitionnés pour loger le personnel. Et on a un troisième petit point, c'est que au final, il y a de plus en plus de locations touristiques à Paris pendant la période des Jeux Olympiques, on peut le comprendre. Ça se fait un petit peu au détriment des freins qui sont mis sur la location meublée touristique. Selon l'Observatoire de tourisme de la ville de Paris, aujourd'hui, il y en a environ 60 000 de meublés de tourisme, c'est un tiers de plus que l'année dernière. Sauf que là, on est en pleine crise du logement et que ces 60 000 logements, on ne les retrouve pas sur le marché de la location et ça pose un petit problème, à mon avis.
En effet, il y a eu un effet d'opportunisme, très certainement. Jérôme de Champsavin, vous en pensez quoi ? Déjà, les congés illégaux, ça ne se trouve pas dans le marché intermédiaire. Un petit rappel à notre législateur, faites confiance aux professionnels. Le professionnel, il est légaliste. Donc, par extension... Pourquoi ? Parce qu'il engage sa responsabilité ? Parce que d'abord, c'est une profession réglementée. Là, encore une fois, il respecte la loi, c'est un tiers de confiance. Et on le voit bien d'ailleurs, tous les abus du marché de l'immobilier. On parle des congés illégaux, mais on pourrait parler aussi des logements qui sont sous couvert d'un bail quelque part non conforme à la loi, avec des maîtrés locatifs non présents, avec des ERP non présents, avec des diagnostics de performance énergétique non présents, etc., etc., etc. Il faut dire que maintenant, on est un petit peu quand même dans un millefeuille législatif au niveau du logement qui fait que ça devient difficile de s'en occuper seul quand on n'en a pas les compétences. À qui le dites-vous, Charlotte ? Bruno, un avis sur la question ? Non, pas particulièrement. Bon, on est en France. Ça, je voudrais dire, c'est qu'on est un pays latin aussi et que par rapport au règlement, il y a toujours des petits arrangements. Là, c'est vrai qu'il y a un effet d'aubaine. C'est vrai. Je pense que on met le doigt sur quelque chose qui est quand même très problématique, c'est que cet empilement de contraintes, on va appeler ça juste des contraintes, pour les bailleurs, que ce soit les DPE, l'encadrement des loyers, etc., j'en passe. Taxe foncière qui augmente, qui à Paris, vous avez bien vu, qui a explosé, etc. Oui, j'ai vu. Il faut pas s'étonner ensuite que si les gens veulent rentabiliser leurs biens, parfois ils soient hors des clous. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que on a rentré le doigt quand même dans des processus. Je pense qu'on ne mesure pas, puisque la grande finalité de tout ça, c'est que location touristique, c'est le marché de l'offre et de la demande. C'est toujours pareil. S'il y a des touristes qui préfèrent être chez un particulier qu'à l'hôtel, pourquoi pas. Mais en revanche, et j'en parlais tout à l'heure avec le directeur de la rédaction du Point, justement, on a un collaborateur qui cherchait une location et qui n'a pas trouvé du tout de location. Je parle même pas de location touristique, de location classique, et qui, du coup, va acheter un appartement. Heureusement, il était propriétaire, il était bailleur lui-même d'un appartement, mais locataire. Et donc, voilà. Et je crois que c'est le président de la FNAIM, M. Quentin, qui m'avait dit, la dernière fois que je l'avais vu, qu'il n'arrivait pas à trouver de location pour son fils. Je crois que monsieur... voilà. Alors, pour lui-même ? Voilà, pour lui-même, c'est ça, oui. Il a mis plus de 6 mois pour trouver un logement. Peut-être qu'il avait des critères aussi d'exigence. Non, il était comme tout le monde. Il faisait la queue dans les couloirs. Il y avait 10 personnes et il arrivait trop tard. Complètement insensé. Voilà. Mais en fait, ça ne fait qu'exacerber la situation locative à Paris et dans de nombreuses grandes métropoles. Qui évidemment se concentrent sur l'événement magnifique que devraient être les Jeux Olympiques. Mais je vous rejoins évidemment, c'est toute la problématique de l'offre et de la demande et d'un marché qui n'en peut plus de la réglementation abusive et qui ne fonctionne pas avec un marché qui devrait être libéré. Il faut faire confiance aussi au marché. Et qui a peut-être aussi besoin un peu de refaire sa trésorerie. Parce que c'est quand même, on parlait de l'effet d'aubaine, mais pour le coup, il y a quand même un réel intérêt à mettre en location pendant les Jeux, en location meublée de courte durée. Pour les gens qui habitent... Ah oui, mais le non-respect de la réglementation peut convenir à tous ceux qui ont envie de refaire leur trésorerie. Ça, on entendait il n'y a pas très longtemps la chasse aux fraudes fiscales. C'est une fraude fiscale. Et aussi le fait que des bailleurs, maintenant, préfèrent mettre des appartements relativement grands en colocation
plutôt que pour une personne seule, parce qu'ils s'y retrouvent plus financièrement et qui peuvent avoir des durées de bail plus courtes. Aussi. Mais on est aussi sur... c'est aussi on parlait de situations qui sont engendrées par une politique excessive de pression fiscale sur le bailleur, parce qu'en fait c'est la conséquence. Aujourd'hui, heureusement, nous entendons un ministre délégué au logement qui de plateau en plateau réitère la confiance qu'il faut redonner aux bailleurs privés. On est content de l'entendre. Parce que c'est évidemment pas ce qui a été présent sur ces précédents ministères. Mais donc redonner la confiance au bailleur, c'est aussi peut-être alléger la pression fiscale sur celui-ci. Et cette pression fiscale sur le bailleur amène à des situations où on a besoin de trésorerie. On a besoin aussi d'avoir de la trésorerie pour rénover son logement. On a besoin de trésorerie tout simplement pour vivre. Et donc il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur ces sujets-là, bien évidemment. Bien sûr, Erwan. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi qu'a fait le député socialiste Iñaki Etxaniz à justement Guillaume Kasbarian sur l'encadrement des congés locatifs frauduleux, pour justement continuer dans cette perspective de redonner confiance aux bailleurs et justement structurer un peu plus et répondre à toutes ces problématiques actuelles, notamment qui sont mises en avant par les JO? C'est une absurdité. On parlait du millefeuille, donc on en rajoute. Je vais voler un pain au chocolat, on va faire une loi pour empêcher les enfants d'être gourmands et de voler un pain au chocolat. Mais c'est donc une absurdité. C'est simplement... c'est une mesure cosmétique pour vous ? C'est un effet d'annonce. D'abord, il faut faire confiance aux Français. Je pense qu'il y a très peu de propriétaires qui sont dans cette situation-là. Je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si vous les avez. Et on ne construit pas des lois sur les excès. Et ça va à l'encontre de donner confiance aux bailleurs. Et puis, encore une fois, je reprends mon avant-propos. Faites confiance aux professionnels de l'immobilier. Ils sont là pour faire respecter la loi. Ils sont là pour engager la politique du logement. Ils sont là pour relever les manches dans les grands enjeux de rénovation énergétique. Et voilà, donc une loi de plus, c'est quelque part encore de l'encadrement, c'est encore du doute, de l'incertitude sur la nécessité d'investir dans l'immobilier. Et c'est à mon avis pas une réponse aux problématiques de logement qu'on a en France. Si on veut redonner confiance au bailleur, il faut simplement lui faire confiance. Donc le maître mot aujourd'hui, Jérôme de Champsavin, c'est confiance. Avec quoi Je vous propose d'enchaîner, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter par rapport à cette réflexion. C'est simplement une petite précision, c'est qu'on parle d'une proposition de loi, donc elle n'est pas certaine du tout d'être votée, elle n'est pas certaine du tout d'être adoptée. Voilà, il faut juste simplement rappeler ceci, je pense. Oui, mais c'est une petite musique. Et on a beaucoup de petites musiques. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on enchaîne avec le coup de cœur, coup de blues, coup de gueule suivant. Bruno. Alors, un coup de gueule rapide, parce que... Alors, c'est à partir d'un article du Monde d'Adrien Pécou, il faut citer ce confrère, qui mettait en relief le fait que, aujourd'hui, on préconise d'avoir des pompes à chaleur qui sont plus économiques financièrement et plus économiques en carbone que les vieilles chaudières au fioul ou à gaz. Il y a des industriels donc il y a eu un effet d'annonce aussi du président de la République qui voulait qu'il y ait, je crois, 1 million de pompes à chaleur d'ici 2027 qui sortent, enfin qui soient vendues plutôt. Alors je rentre pas trop dans les chiffres, mais pour comprendre un petit peu, ça c'est intéressant. Il faut savoir qu'il y a des pompes à chaleur RR et des pompes à chaleur RO. Bon, c'est technique, là. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Ce sont deux techniques différentes et deux coûts différents. Les pompes à chaleur RR, elles coûtent environ 5 000 € et elles ne sont pas éligibles à ma prime rénov'. Vous allez me voir venir. Ah oui, bah oui. Et la pompe à chaleur RO, elle vaut plus du double, 13 000 € et elle est éligible à la prime rénov'. Il y a eu 3 fois plus de pompes à chaleur RR que de RO qui ont été vendues l'an dernier. Je vous fais grâce des chiffres.
Sauf que ce qui se passe, c'est que celle qui est éligible à la prime Rénov', en cumulant les certificats d'économie d'énergie, les ménages pouvaient environ, pour 13 000 euros, pouvaient toucher à peu près 10 000 euros en 2022. Ah, donc ça revenait à 3 000 euros ? Voilà, pour avoir une pompe à chaleur très performante. Donc moins cher que la RR. Voilà, sauf qu'avec les fluctuations de ma prime Rénov', c'était plus que 9 000 euros en avril 2023 et plus que 8 000 en juillet 2023. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des industriels qui font les investissements pour voilà. Et puis tout d'un coup, vous rajoutez à ça le fait qu'il y a moins de construction neuve aussi, l'inflation, etc. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Des gens qui se retrouvent au chômage partiel et un marché qui tourne en ralenti. Donc il faut faire attention de ce yo-yo incessant normatif, ou d'aide financière. Ma prime Rénov', c'est vraiment un cas extrêmement flagrant. Hein. Mais voilà. la constance est une qualité rare aujourd'hui. Voilà, on ne mesure pas les effets rebonds que peut avoir cette... Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements sur ma prime Rénov' et qui entraînent forcément des conséquences derrière pour des gens. Avec rénovation globale. Que ce soit les gens qui la réclament ou les gens qui produisent ce qu'il faut pour rénover. Ça, c'est le petit coup de griffe. Et comme on est le printemps, il y a aussi un coup de cœur. Hein. Et comme notre invité, je crois, vient de la région nantaise, il va comprendre pourquoi. Donc, je vais parler au nord de l'île française de la Réunion, dans l'océan Indien. Il y a une aérogare bioclimatique qui vient d'être inaugurée pour les arrivées des passagers de l'aéroport Roland-Garros. On peut peut-être diffuser en même temps des images. Que les locaux appellent Gilo. Alors la particularité de cette aérogare, c'est une grande première dans toute la zone tropicale, c'est qu'elle a été conçue avec une architecture bioclimatique qui a été concoctée par l'agence AIA, Live Designer. Et alors, elle a une structure et un bardage en bois. Là, on ne le voit pas trop. Si on le voit quand même, là, voilà. Structure et bardage en bois. Une toiture ondulée qui est partagée en deux par un grand couloir, un canyon, de lumière et de ventilation naturelle. Une ouverture au vent sur un des deux côtés et de l'autre, des immenses façades vitrées qui occultent le soleil. Et vous rajoutez un système de ventelles motorisées qui sont régulées par une station météo. Quel est le bénéfice de cette architecture qui a coûté quand même 65 millions d'euros, c'est qu'en laissant le souffle des alizés s'engouffrer dans la salle naturelle de livraison de bagages, la circulation des flux d'air rafraîchit la température intérieure de 5 degrés. Et du coup, on évite toute climatisation. Et on économise à peu près 60% d'économie d'énergie. Alors c'est un projet qui a l'air... non, il n'a pas l'air simple, mais qui est extrêmement technique. Et c'est pour ça que je parlais de Nantes. Il a reçu le Grand Prix national de l'ingénierie. Il n'est pas issu de modélisations numériques qui sont trop aléatoires à cette échelle, mais de maquettes physiques et d'essais de soufflerie qui ont été testés en grandeur miniature au CSTB, au Centre scientifique et technique du bâtiment, de l'antenne Jules Verne à Nantes. Ah, bravo les Nantais. Système de free cooling, je crois que c'est ça, non ? Tout à fait. C'est un beau... c'est plus qu'un projet, c'est une belle réalisation. Absolument. Oui, c'est un beau bâtiment et ça nous rappelle combien dans les solutions à notre portée sur l'écologie, au niveau du bâti, on peut penser les choses comme le pensaient d'ailleurs les bâtisseurs d'une autre époque pour que ce soit traversant, pour qu'on ait... Enfin, je parlais de climatisation naturelle, mais on est là-dedans, enfin... ne pas mettre trop de baies vitrées côté nord. Enfin, il y a des choses qui permettent de soit gagner des degrés quand il fait froid, soit en perdre quand il fait chaud. Et tout le monde commence à re-regarder depuis quelques années ce qu'on faisait il y a déjà des centaines d'années. Donc c'est assez rigolo, l'ironie de l'histoire. Ça vous a plu cet aérogare ? Ah, très sympathique, ouais, je me dis qu'il doit avoir un très bon TPE, celui-là, à la fin. Mais... En fait, elle vient juste d'ouvrir ses portes, donc elle va être monitorée, je pense. Mais alors, il parle de 5 degrés de moins de température ressentie. Alors, je ne sais pas quelle est la différence entre la température ressentie et la température réelle, mais bon.
Alors moi, je sais que quand il fait froid à Paris, parfois, ils vous mettent température ressentie temps. Et effectivement, si c'est plus bas, des fois, on a l'impression qu'il fait très froid. Alors qu'en fait, finalement, en regardant la météo sur le téléphone, on s'aperçoit que finalement, la température est pas si froide. Mais je pense que le ressenti est dû notamment au vent, à l'humidité dans l'air. Enfin, voilà. Ah oui. Mais hier, je déjeunais avec un des grands patrons de cabinet d'architecture en France, s'appelle Denis Valode, de l'agence Valode et Pistre. Et il m'expliquait qu'à Paris, il a la chance d'avoir un appartement traversant et une cour. Il a fait pousser des arbres dans la cour. Et il a relevé, justement, c'est pour ça par rapport aux 5 degrés, il a relevé 5 degrés de différence entre la température sur rue et la température sur cour avec l'ombre et parce qu'en fait, les arbres, ils transpirent, ils renvoient de l'humidité. Complètement. Je crois qu'un chêne, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est faramineux. C'est 40 000 litres d'eau par. Faudrait revérifier, mais pour le coup c'est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on critique beaucoup les projets de forêt parisienne qui ont été lancés par Anne Hidalgo, parce qu'il va falloir effectivement trouver la place et il y a 4 forêts parisiennes qui sont destinées à être implantées, mais c'est pour redonner en fait cette transpiration des arbres dans une ville qui se réchauffe, soyons francs. Ceux qui vont venir passer les JO à Paris, j'espère pour eux qu'ils n'auront pas l'été qu'on a pu avoir, les étés qu'on a pu avoir récemment, parce que ça va pas être rigolo dans la chambre de bonne du Airbnb. Et petite question, c'est combien le coût d'un aéroport comme celui-ci, de l'aménagement ? 65 millions d'euros. D'accord. Ouais. Alors, c'est cofinancé par l'État, la région de La Réunion. Et MaPrimeRénov'. Non, et le programme FEDER de l'Union européenne. Parce que c'est quelque chose de très... je pense que ça va être à la fois expérimental et puis une sorte de regard témoin peut-être pour le reste de la zone. Mm-hmm. Eh ben merci beaucoup Bruno pour ce coup de cœur. C'est vrai que vous nous avez habitués à des coups de cœur architecturaux. Et merci aussi du coup pour les petits coups de gueule du démarrage. Erwan, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Alors un coup de gueule, mais c'est pas vraiment le mien, c'est celui d'Arnaud Robinet qui est le maire de Reims, et plutôt un coup de gueule général de la part de certains maires par rapport à l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques qui justement vont sortir du marché énormément de logements. Et dans un entretien qu'il a accordé à l'Union, il résume parfaitement l'inquiétude pour lui et aussi de plusieurs de ses confrères en déclarant qu'il faut bien sûr accompagner les propriétaires pour transformer et améliorer la qualité énergétique de ces logements, mais qu'on ne peut pas non plus interdire de louer alors qu'on manque cruellement de logements en France en pleine crise du logement. Alors, il rappelle aussi les propositions un petit peu de l'Association des maires de France, l'AMF, qui a pour but justement de stopper un petit peu l'aggravation de cette pénurie d'offres. Il demande notamment, par exemple, d'imposer une pause législative et réglementaire à titre conservatoire sur les nouvelles mesures qui peuvent venir contrarier la production. Alors eux, et plus particulièrement Arnaud Robinet, ils appellent uniquement le gouvernement à revoir cette copie, ce qui d'ailleurs était fait par mi-février, puisqu'une nouvelle méthode du calcul du DPE avait été dévoilée, avec les biens de moins de 40 mètres carrés qui se verront, eux, appliquer à partir du 1er juillet prochain un coefficient de modulation qui leur permettra de faire améliorer leur étiquette au titre du diagnostic de performance énergétique. Mais en ce qui concerne les interdictions à la location, là, malheureusement, c'est seul un juge qui pourra, au cas par cas, déroger cette interdiction. Donc, je trouvais ça intéressant de le mettre en avant. Et je voulais avoir un petit peu votre avis aussi, ce que vous en pensiez là-dessus. Ce sujet n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. La problématique, vous la connaissez, c'est qu'au 1er janvier 2025, donc c'est demain, les logements classés G seront interdits à la location. Donc on attend impatiemment une décision législative permettant d'éclaircir les conditions de cette interdiction et rassurer le bailleur et rassurer les professionnels sur quid du locataire que j'ai mis en place, moi en tant que professionnel, sous mandat de gestion, ou pas d'ailleurs, au cours de l'année par exemple 2024. Autorisation de mettre le locataire en place.
Et puis ce locataire, il fête son premier de l'an et il se retrouve au 1er janvier dans le même logement, dans un logement qui est interdit à la location. Alors, quid de la responsabilité du professionnel, quid de la responsabilité du bailleur, et quid de l'attitude de ce locataire qui, jusqu'au 31/12, était heureux d'être dans ce logement. Il y vivait paisiblement et au 1er janvier, il se retrouve finalement à revendiquer une interdiction et un droit, pourquoi pas, à régler les charges d'énergie par son bailleur ou à mettre en responsabilité le professionnel ou le bailleur dans cette situation devenue illégale. Donc c'est une situation qui nécessite un éclaircissement. Alors, il y a une position que l'on imagine, c'est de pouvoir appliquer cette interdiction aux locataires les nouveaux locataires à compter du 1er janvier 2025, et évidemment pas ceux qui sont en place. Ça serait une réponse qui nous semblerait à la fois légitime et qui permettrait d'avoir beaucoup plus de cohérence dans l'application de cette loi, faite de justice, de cohérence, et qui permettrait aux bailleurs d'organiser et de préparer l'après-location. Oui, puis même sans parler du bailleur et du locataire, j'imagine que pour vous, la profession, les agents immobiliers qui exercent, ça serait très problématique de devoir rajouter une annexe à un contrat en cours. Enfin, en termes de faisabilité, les agents immobiliers vont peut-être pas s'amuser demain à reprendre tous les contrats pour les mettre au carré. Les agents immobiliers et tous les propriétaires qui louent en direct, qui louent sans intermédiation. Mais en fait, ce qu'on demande pour répondre à votre question, c'est simplement du bon sens. C'est du bon sens. Notre président reçu par Patrice Vergrit, je l'accompagnais. On n'avait pas de réponse. On lui avait demandé une réponse à ce sujet-là et il nous avait dit je vais étudier. Ensuite, on a été reçu à l'époque par le directeur de cabinet de Christophe Béchu, qui nous avait dit mais je suis pas persuadé que les locataires engageraient la responsabilité du bailleur à compter du 1er janvier 2025. Donc en fait, ça montre le décalage qu'on peut avoir parfois sur des décisions, des lois, des postures qui souvent sont peu réfléchies. Notre président Loïc Quentin répète régulièrement qu'il y a beaucoup de décisions ou de projets de loi qui naissent sans étude d'impact. Et c'est vrai que regardons dans le rétroviseur, regardons l'histoire. Parfois, il est peut-être nécessaire de regarder derrière nous pour voir ce qui marche, voir ce qui peut marcher. Et là, encore une fois, un peu de bon sens, et je pense que tout ira mieux. Merci pour cette réponse. Moi, j'en profite. Bon, je suis pas censée avoir un coup de cœur, coup de blues ou coup de gueule, mais je me baladais tout à l'heure sur l'avenue, le cœur ouvert. Non, je me baladais à Paris et j'ai croisé un panneau publicitaire. Vous savez, les panneaux déroulants là de la ville de Paris. On peut peut-être voir l'image à l'écran. Et donc, j'ai pris la photo parce que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle, et je fais le lien avec ce que Jérôme de Champsavin disait à l'instant. J'ai été étonnée, je me suis arrêtée, j'ai pris la photo. Locataire, les loyers sont encadrés à Paris, encadrés en gras. Loyer également. Vérifiez le vôtre sur paris.fr/encadrement loyer. J'ai trouvé que ce type de promotion incitait le locataire à
à devenir la DGCCRF de son propriétaire. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais en gros, on est dans une situation de crise où des deux côtés de la barrière, c'est très complexe. On voit qu'il y a énormément de mal à se retrouver en un centre au niveau du débat entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Et ce type d'annonce, je trouve, va dans ce sens-là. C'est non pas de faire ensemble, mais d'imaginer qu'on fait les uns contre les autres. Et d'ailleurs, je rebondis parce que pour certains d'entre vous, vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup la musique et je chantais à l'instant. C'est la même chose que dans un orchestre. On dit soit on joue avec, soit on joue contre. Quand on joue contre, on veut se mettre en avant. Quand on joue avec, on va faire en sorte que le groupe de musiciens soit dans une harmonie. Et ben là, je trouve qu'on joue contre. Là, c'est une catastrophe, hein, si vous me permettez de répondre. C'est une catastrophe. Je pense qu'on va ressortir les fourches. On stigmatise. On met le locataire contre le propriétaire. C'est le salon de l'agriculture qui vous a... C'est tout le contraire qui devrait être fait. C'est apaiser la situation. D'autant qu'on peut être locataire puis propriétaire bailleur. Enfin, oui. Au cours d'une vie, notre cheminement est amené à évoluer. On n'est pas propriétaire. Exactement. Évidemment, c'est le parcours résidentiel. On le devient. Et on le devient. Et c'est très dommage parce que finalement, je pense que la vie que l'on vit, la société dans laquelle aujourd'hui on vit, elle est pleine d'incertitudes, elle est pleine de tensions. Et ce genre de message n'est pas là pour rassurer et apaiser la société. C'est certain. À la veille des Jeux Olympiques. En plus. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je quitterai probablement Paris pendant cette période. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Bruno, vous partez? J'ai pas encore pris ma décision. Ah, pas encore décidé. Non. Erwan? Oui, je retourne chez mes parents. Ah, pour une raison... la campagne. Okay. L'amour du calme. Ok. C'est aussi agréable. Antoine? C'est pas forcément certain que je parte. Peut-être que vous avez pris des billets de l'ambiance. Non, j'ai pas les billets, mais j'ai quand même envie. Je suis curieux, quoi. J'ai envie de voir quand même l'ambiance, à quoi ça va ressembler. Peut-être que ça sera l'enfer, mais au moins j'aurais vu. Et puis, au bout d'une semaine, ça m'aura suffi. Mais j'ai envie de voir quand même. Fallait s'endetter pour c'était extrêmement cher. Prendre des billets. Hein. C'était des centaines d'euros. Ouais. La moindre place de n'importe quelle épreuve. C'était complet. Et puis tout était très vite complet. Jérôme de Champsavin, vous êtes nantais, comme le rappelait tout à l'heure Bruno Monnier-Vinard. Les Jeux, ça vous tente? Vous avez envie de voir ça? Je pense que c'est un événement extraordinaire. Ils sont décentralisés. Alors on a le stade de la Beaujoire, il y a quelques événements intéressants. Mais j'ai rien réservé. Je suis très mauvais pour organiser l'achat de billets, quelques événements que ce soit, dans le long terme. Donc, à Paris, il y aura peut-être de la natation dans la Seine, non? Oh bah c'est fort, je crois. Hein. Je crois que c'est. Ah oui. Ils avaient prévu à un moment. Il y avait une épreuve. Non, à un moment ils avaient prévu, je crois que c'était le triathlon. Oui. Mais finalement, l'eau n'est pas claire. Je m'engage. Voilà. Mais je pense. Mais est-ce que la Loire est mieux? Je sais pas. On est plus proche de la mer, donc l'effet des marées nettoie peut-être plus que la Seine. Oui, mais il y a des usines aussi par chez vous. Oh oui, mais elles reversent depuis bien longtemps plus rien du tout. Très bien, écoutez, moi je vous propose, merci pour tous ces coups de cœur, coups de blues, coups de gueule. C'était instructif et ça nous permet déjà d'avancer un peu sur les sujets à suivre. Je vous propose de poursuivre dans le vif du sujet, donc avec notre invité, un homme pour le moins actif. Donc je le disais tout à l'heure, président adjoint de la FNEM, mais aussi créateur du réseau d'agences Vivre Ici et fondateur de Greenlock, dont vous nous toucherez quelques mots pendant ce grand débat. Je vous propose d'y aller ensemble. Le grand débat, c'est tout de suite. Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet. Donc retour sur le plateau de Radio Imo pour cette deuxième partie d'émission qui clôturera d'ailleurs notre émission. J'ai une petite question d'entrée
pour vous laisser vous chauffer, chers journalistes, nous recevions sur ce plateau, à votre place, le mois dernier, Christophe Robert, donc délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Le 29e rapport est paru début février, et éminent, ô combien éminent rapport. Et ce rapport titrait en son sein, je cite, « La bombe sociale du logement a explosé ». Qu'est-ce que cela vous évoque, Jérôme de Champsavin ? Il évoque tout ce qu'on a évoqué dans la première partie de votre émission, c'est-à-dire une grande tension sur le logement à tous les niveaux, une tension sur le logement social, une tension dans l'investissement locatif, une tension dans le marché locatif, une tension dans l'immobilier neuf, chez les promoteurs, chez les professionnels du bâtiment, et évidemment une grande tension sur l'existant, le logement existant. Et Charlotte, vous en parliez tout à l'heure, on parlait du parcours de vie. Dans nos agences, on voit arriver nos clients locataires, ils trouvent un job, et après on les voit arriver pour investir, pour acheter une maison plus grande parce qu'ils se sont mariés ou mis en couple, ils ont eu des enfants, ils revendent quand ils partent à la retraite, etc., etc. Et toute la situation qui doit être prise en compte, c'est évidemment le logement dans sa globalité, et sans opposer ni les acteurs de l'écosystème immobilier, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient particuliers. On l'évoquait tout à l'heure avec votre affiche épouvantable. Et ça, c'est la bombe sociale. Et c'est la bombe sociale, et c'est la bombe sociétale. Et on est souvent raccord avec la Fondation de l'Abbé Pierre, parce que toutes les mesures excessives prises par nos législateurs sont des mesures qui nous amènent à cette situation. Depuis combien d'années, selon vous ? 10, 20, 30 ? Écoutez, là, je pense que à partir du moment où est née la loi de l'encadrement des loyers, on est sur un politique qui admet par cet encadrement des loyers être en échec dans sa politique du logement. C'est que j'ai pas été capable, finalement, par ma politique du logement, de créer suffisamment d'offres, de créer suffisamment de solutions pour admettre qu'il y a nécessité d'offrir un logement pour tous les Français, quelle que soit sa situation, qu'on arrive à une situation où on se dit, finalement, on n'y arrive pas, j'encadre les loyers, et je pense qu'en encadrant les loyers, parce que bien sûr, c'est toujours les propriétaires qui abusent, je vais pouvoir réguler le marché. Et on voit bien que cette politique d'encadrement des loyers, elle arrive à ce genre d'affiche. Oui, complètement. Après, je dirais à crise exceptionnelle, mesure aussi exceptionnelle, dans le sens où on se souvient de l'encadrement des loyers de la loi de 48, post-Seconde Guerre mondiale, qui permettait justement de limiter ces envolées. Nous étions à la fin d'une Seconde Guerre mondiale. Moi, je l'ai pas vu, la Troisième Guerre mondiale, même si on pourrait imaginer qu'elle est en train de se passer. Mais une guerre mondiale froide. Oui, ouais. Mais voilà, c'est l'absence de politique qui aboutit à ça. Mais on a quoi, en gros ? On a une grosse pénurie de logements, on s'accorde tous à le dire. Les causes, l'augmentation des taux, les difficultés à obtenir un crédit, l'effondrement de la construction, on construit moins, du moins pas les 500 000 logements attendus. Et on a aussi cette fuite des logements vers le meublé touristique. Donc en gros, c'est un espèce de cumul là, de causes qui amène cette grosse pénurie de logements et qui crée aujourd'hui des problématiques chez les Français. Voilà, le coût du logement neuf, on en a parlé. Vous passez de la RE 2012 à la RT 2012 à la RE 2020, c'est 25% de plus en coût de construction, les normes. J'entends un Premier ministre qui nous parle d'abolir, ou plutôt de permettre beaucoup de simplification
on l'entend. La simplification, elle passe peut-être aussi par l'abolition de certaines normes. Et ça, c'est nous qui en sommes maîtres. Quand on parle de... C'est pas la conjoncture, c'est structurel, c'est une décision politique. La TVA, c'est une décision politique. Loïc Quentin évoque à plusieurs reprises la vente à perte à bailleurs sociaux de leurs mètres carrés commercialisés. Il est évident que le promoteur, il doit à un moment faire tourner son bilan. Et donc, cette irrégularité en matière de pratique, elle est absolument condamnable. Que fait le politique pour faire baisser le prix du neuf et pour permettre aux promoteurs de s'engager dans les enjeux. Et donc, au fil de l'eau, le promoteur a subi, il s'en est bien évidemment accommodé à certains moments, mais est-ce qu'il est condamnable pour ça? Est-ce qu'il avait d'autres solutions? Je ne sais pas, c'est un grand point d'interrogation. Mais il y a un moment, la responsabilité, il faut aussi aller la chercher là où elle est. Bruno? C'est compliqué de dresser le tableau. Enfin, moi, une vingtaine d'années que je couvre l'immobilier. Ce qui m'a quand même frappé ces dernières années, c'est l'inflation des prix, notamment des agglomérations. Il faut quand même parler des prix. On dit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se loger, mais il y a aussi des gens qui vendent et qui font des culbutes. Et aujourd'hui, il y a le baromètre de la FNAIM qui est sorti. Je regardais, moi, un petit peu les... Alors, en effet, en ce moment, il y a une conjonction de toutes les choses qui ne vont pas, c'est sûr. Mais il y a eu, dans le neuf, des très belles années, à un moment aussi où les promoteurs faisaient de la surenchère pour acheter du foncier. C'était nos limites. Et puis des prix qui ont... j'ai regardé... Donc en effet, là, en volume de vente, on est... c'est votre chiffre d'aujourd'hui, 869 000 ventes pour l'ancien, en 2023. Ça fait presque un quart de moins que l'année précédente. Mais c'est quand même 869 000 ventes. Si vous, de par vos fonctions syndicales, et bien évidemment, vous regardez plus la bouteille à moitié vide qu'à moitié pleine, mais on peut dire que c'est quand même... on n'est pas sur des années à 500, oui, c'est quand même substantiel. À 500 000, etc. Je trouve que les choses arrivent. Là, ça va commencer vraiment ça coince déjà sur la location. Sur le neuf, c'est une catastrophe, avec des licenciements qui vont avec. Ça y est, c'est parti. Oui, ils annoncent, je crois, 2023 plus 2024, environ 30%. Oui, donc, alors là, franchement, je pense que c'est le scénario extrêmement noir. Mais avec un quart un logement égale 2 emplois. Avec un quart de vente en moins, d'accord, par rapport, si on regarde par rapport à l'année précédente. Mais si on regarde les prix, moi, j'ai regardé sur 5 ans, en France, les maisons et les appartements, ils ont gagné sur 5 ans. Ils ont gagné, les prix ont gagné environ 20%. 23% en province et 25% en Loire-Atlantique. Moi, je suis désolé, en 5 ans, les salaires, ils n'ont pas augmenté d'un quart. Donc, à ça, s'est ajouté l'inflation, tout ce qu'on connaît, le prix des matériaux, les DPE et j'en passe. Parce qu'en fait, il y a des tours de passe-passe. Cette histoire de DPE, là, tout d'un coup, on va réinjecter je ne sais pas combien de dizaines de milliers de logements qui rentraient pas dans la plaque. On va les sortir parce que de toute façon, le calendrier du DPE, il est complètement irréalisable pour plein de raisons. Donc ça, je pense que les gens le savaient, c'était un secret de polichinelle, mais peut-être que le gouvernement ne voulait pas se dédire par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que si je parle des prix, c'est qu'il y a aussi... on parlait de l'offre et de la loi de l'offre et de la demande. Il y a aussi des propriétaires qui ont fait des belles plus-values. Et peut-être qu'ils peuvent lâcher un peu plus de lest pour faire affaire. Et je pense qu'on est en train de le voir. Et notamment un critère qui rentre là-dedans, c'est pas parce que ils vont faire une bonne action, ils font pas une bonne action, s'ils peuvent gagner le plus d'argent possible, ils le feront, mais c'est parce qu'il y a un stock qui s'est regonflé énormément, et donc on peut mettre les biens en concurrence, vous voyez. Et ça, c'est un argument imparable pour faire baisser les prix, et on voit cette année, en effet, que les prix ont bien dévissé. Oui, ça commence à baisser, Jérôme de Champsavin.
Oui, ça a baissé. Vous parliez de Nantes à 23%, votre dernier chiffre, c'était ça, le chiffre qu'on annonce 23 sur les 5 dernières années? Tout à fait. Ouais. Nantes, moi j'ai Loire-Atlantique, j'ai pas Nantes spécifiquement, mais 25%. 25%. L'année dernière, on était à 39% sur les 5 dernières années. Parce qu'évidemment, le marché se tasse. Mais 25%, voilà. C'est des belles inflations sur les prix, évidemment, mais ça correspond à la perte d'achat de crédit immobilier. Aujourd'hui, on est passé donc de 1 à 4. C'est 25% de perte de perte de pouvoir d'achat immobilier. Et donc, on sait très bien que plus les taux sont bas, plus il y a inflation sur les prix, et plus les taux montent, et plus, évidemment, les prix à la vente sont impactés. Donc voilà, on sait très bien que ce qui est en train de se passer, on fait une projection à fin 2024, un atterrissage autour des 800 000 ventes, c'est-à-dire que les volumes vont continuer à se tasser. On a tendance à dire de façon régulière que la baisse des volumes annonce la baisse des prix, et que l'effet déclencheur, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est que le vendeur comprenne qu'il y a un moment, s'il veut vendre son bien, il faut qu'il se repositionne par rapport à l'attente du marché, à la capacité de ce marché à pouvoir acquérir ce bien. Donc voilà, on le constate, nous, aujourd'hui, dans nos agences, les transactions qui se font, elles se font sur des offres de prix acceptés. Sinon, les biens, ils ne se vendent pas, les délais se rallongent et les stocks gonflent. Alors, pour ceux qui ont acheté il y a longtemps, ça devrait être entendable. Enfin, ça devrait être les premiers, probablement, à céder sur les prix. Ceux qui ont acheté il y a moins longtemps, bon, c'est plus compliqué de vendre à perte. Hein. Et puis les primo-accédants, surtout eux. Bien sûr. Alors eux, ils vont perdre des mètres carrés. Une pièce, disait Véronique Bédag sur ce même plateau. Oui, mais peut-être un peu moins parce que les prix commencent à baisser. Et donc aujourd'hui, les prix commencent à baisser. Bon, les taux restent qu'ils sont, mais les banques commencent à réouvrir la porte des crédits. Oui. Et hier, ils la fermaient. Non, mais ça, c'est certain. On n'est pas encore au stade où ça absorbe la montée des taux, mais en tout cas, c'est à espérer pour pouvoir permettre à ces personnes d'acheter dans les mêmes conditions. J'imagine la frustration d'avoir un projet immobilier et surtout quand c'est la première fois, très certainement, on prend bien son temps. Et pour le coup, il y en a certains qui doivent se mordre les doigts de ne pas avoir acheté il y a 2 ans. Oui, mais on vivait une situation exceptionnelle. Et ça, on en était tous bien conscients. Alors peut-être pas tout le monde. Et là, on retrouve de la normalité. Acquérir un bien à un taux de 3,5 ou 3,8, ça reste un très beau taux. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il puisse rester dans ce niveau-là, ce qui n'est pas non plus certain. Oui, moi je me souviens de mon grand-père qui me disait qu'il avait acheté à 15%. Alors il y avait beaucoup d'inflation, mais c'est des taux qui sont stratosphériques, effectivement. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais savoir maintenant, sauf si vous avez des questions, mais sinon, je me permets de reprendre la parole, savoir ce que... Vous aviez l'air plutôt optimiste par rapport à notre nouveau ministre du Logement tout à l'heure. Il est en fonction depuis le 8 février dernier. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Il a l'air, en tout cas, très motivé à la tâche. Comment vous l'accueillez, vous qui avez été quand même, soyons francs, un petit peu maltraité par les précédents ministères, en tout cas pas entendu au niveau des syndicats? Eh bien, Guillaume Kasbarian nous fait, dans ces premières semaines de son arrivée au ministère du Logement, de la Transition, il nous fait plutôt une bonne impression. Alors, il n'y aura pas de grand plan sur le logement, mais finalement, est-ce que c'est pas plus mal qui puisse, par des actions simples et concrètes, faire avancer nos revendications, qu'ils puissent nous entendre. Alors là, on n'est pas du tout dans une posture de corporatiste.
notre mission, c'est bien le logement et c'est bien de loger les Français. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien dans nos entreprises. Donc un peu de considération, ça fait toujours du plaisir. C'est toujours du baume au cœur, mais c'est surtout que ce il le dit haut et fort. C'est un libéral et il le dit, mais dans ce qu'il nous annonce, on entend écho à ce profil dont il se réfère. Et je pense, pour le coup, je sais pas, vous m'arrêterez si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que pour le coup, des deux côtés de la barrière, on peut entendre l'écho. Il y a un peu ce côté très en même temps. Très, pour le coup, macroniste, mais qui est d'essayer de satisfaire un petit peu de part et d'autre, liaison dangereuse. Je le sens en tout cas à l'écoute un peu de tout le monde. Donc on communique régulièrement avec lui, donc c'est heureux, la porte est grande ouverte, il attend nos propositions, certaines ont un écho favorable, mais on est aussi dans une posture où on est aussi intransigeant, on n'est pas naïf sur ce qui pourrait nous arriver ou sur... On parlait de petite musique tout à l'heure. On a entendu un Gabriel Attal qui a parlé de déverrouiller les syndics. On a des projets de loi qui ne passent pas, qui sont... on parlait des copropriétés dégradées, on parlait des petites surfaces tout à l'heure. Donc il y a aussi un contre-pouvoir parlementaire qui nous est désagréable et défavorable, même si ça peut être... Ces idées peuvent être portées par notre ministre délégué au logement. Donc on a un rapport sur l'autorité de la concurrence qui a sorti des conclusions il y a quelques mois et qui pourrait évidemment ressortir. Donc on est dans une posture de combat, de défense, et on est aussi agréablement surpris par finalement un ministre qui est assez ouvert et accueillant à nos propositions. Mais alors, quand vous dites que M. Kasbarian est ouvert à certaines de vos propositions, vous avez des exemples en tête ? Sur quoi, par exemple, ils se montrent ouverts ? Sur la transférabilité et la portabilité des prêts, sur la vente en état futur de rénovation énergétique, sur l'exonération pour les professionnels du permis de louer. Voilà, c'est des mesures concrètes pour vous, sur lesquelles vous vous sentez écouté et sur lesquelles vous pensez que ça va bouger dans les mois à venir. Écoutez, on l'espère et en tout cas, il s'est engagé à les soutenir. Donc c'est agréable de l'entendre. Maintenant, elles sont sur son bureau et on attend qu'ils nous disent banco, on y va et on va y arriver. Écoutez, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord pour dire que on attend que ça bouge un peu. On parlait de crise inédite tout à l'heure. La situation est quand même assez dramatique et il y a des familles, des parcours de vie, une perte de chance peut-être aussi sur les parcours de vie. Qui se produit à cause de ces blocages là, de ces freins qui empêchent les gens de se développer comme on le souhaiterait. Qu'est-ce que vous en pensez, Erwan ? Moi, je suis d'accord avec vous et je me posais la question comment, dans la profession, vous ressentez toutes ces nouvelles annonces, ces propositions de loi, ce texte sur le panneau publicitaire, comme on a pu le voir tout à l'heure. Comment est-ce que c'est reçu et perçu ? Reçu, je pense l'avoir évoqué. Il y a une affiche comme ça, on le perçoit comme de l'incompréhension, comme un politique qui est hors sol par rapport à la réalité, et donc un message comme ça qui est tellement clivant, on a du mal à le comprendre. Et là encore une fois, dans une société qui est quand même extrêmement tendue, anxieuse, on rentre
dans une crise. On parle d'une croissance à 0,8, on n'arrivera pas au 1, on sera peut-être à 0,6 ou 0,7. Est-ce que c'est le moment, honnêtement, à la veille des JO, de ressortir, d'agiter un chiffon rouge, vous, les méchants propriétaires, qui parce que ça veut dire quoi ce message ? C'est là, on est dans un message. Si on le décrypte, c'est ça. On a des locataires qui ont tous les droits et on a des propriétaires qui en ont aucun, ou qui abusent, ou qui ne respectent pas la loi, ou qui... Donc ça encourage même presque, je trouve, je serais encore plus tranchée à la délation. Ouais, il y a un côté, surveillez-vous les uns les autres. Ouais, c'est Vichy, on y est. Hein. C'est ça. C'est triste. Donc c'est épouvantable. Voilà, donc là encore une fois, je réitère le fait qu'un professionnel de l'immobilier, il est légaliste, donc il est là pour faire respecter la loi. C'est une profession réglementée. On n'est pas là, nous, pour opposer les modèles. On est là pour accompagner la politique du logement et on est là pour faire comprendre à notre politique, de lui faire comprendre et de l'emmener sur le chemin de la raison et le chemin du bon sens. Mais donc, alors, Jérôme de Champsavin, je vais poser la question qui fâche un peu. Vous ne pensez pas que la multiplicité des interlocuteurs a pu brouiller le message ? On a eu le CNR il y a quelques mois de ça qui a abouti quand même à un rapport, mais on a demandé à maintes reprises au cabinet de Bruno Le Maire quelle était la commande, et tout vient d'en haut. Je vous le rappelle, hein, Emmanuel Macron, notre président, avait évoqué le fait que le propriétaire est un rentier. Donc déjà, quand on engage le sujet logement là encore une fois, en stigmatisant le propriétaire dans cette posture, en fait, on est mal engagé, quoi. Oui, il y a eu quelques phrases un petit peu assassines comme ça. J'avais repris d'ailleurs le mois dernier l'idée pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. C'est vrai qu'il y a eu quelques formules qu'on reprendra peut-être dans quelques années. J'ai ri aujourd'hui en lisant un screenshot d'un ami qui m'a envoyé les Hollanderies, donc les grandes phrases de François Hollande. Je vous partagerai ça en off après, mais oui, il y a parfois des choses qui sont dites et qui peuvent blesser assez profondément, et je pense que là, ça en fait partie. Donc là, en fait, c'est une réalité, c'est-à-dire que si on a un président de la République qui, comme seule vision, a celle-ci, on est certain que dans tous nos combats, il sera diffusé un regard sur le logement privé négatif. Qui sera négatif. Et donc on en a besoin. Et pourtant, on a joué le jeu, et pourtant on a travaillé lors de l'appel du CNR, on a remis des propositions et on n'a pas été entendu, on n'a pas été évoqué, même cité. Voilà. Donc nous sommes courageux, engagés, et on perd pas espoir. Alors Bruno, pour une question. Je me souviens quand Madame Bédag était là et qu'elle avait été co-directrice. Ils ont été co-animateurs avec justement CNR, Christophe Robert. Je l'avais dit, moi, quand je vois une mêlée de rugby, normalement, je vois un ballon qui sort au bout d'un moment. Et puis là, il n'y avait rien qui était sorti. Et alors, peut-être que le nouveau ministre bénéficie d'un retard à l'allumage et qu'il arrive dans le bon calendrier. Moi, ce que je retiens tout de même, c'est que, on connaît les déclarations d'Emmanuel Macron sur le logement, mais là, les récentes déclarations de Gabriel Attal, elles sont, si c'est pas du rétropédalage, je ne m'y connais pas. Revoir le DPE, simplifier l'accès MaPrimeRénov', faciliter la densification, accélérer les procédures. La maison est le rêve des Français. C'était pas les discours qui étaient tenus il y a même pas 6 mois, quoi. Donc, attendons de voir. Moi, j'ai une petite question un peu technique pour Monsieur Champsavin. C'est
vous qui êtes sur le terrain et en plus en région, comme on dit, ou en province, par rapport aux primo-accédants, est-ce que ça bloque à pas grand-chose? Est-ce que l'envie est là? Vous parlez de portabilité du prêt. Là. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions assez faciles à faire, à mettre en place pour par exemple, débloquer ces dossiers? Oui. Alors, c'est vrai que les primo-accédants, on les trouve pas ou plus sur les centres-villes. Hein. Ils sont plutôt sur les secteurs d'agglomération ou périphérique. Il faut souvent pas grand-chose. La transférabilité, je vous le rappelle, c'est j'ai contracté un prêt à 1%, j'ai un nouveau projet, je peux reporter ce prêt en cours sur mon nouveau projet. Reste à définir la durée et les montants, mais c'est le principe. La portabilité, ça pourrait être fait pour un primo-accédant et qui arrive sur un logement sur lequel il y a un prêt en cours et le vendeur ne réemploie pas ce prêt dans un autre projet. Il pourrait en faire bénéficier son acquéreur. Donc c'est permettre un pouvoir d'achat sur justement les 10, 20 000, 30 000 euros qui manquent. Et je pense qu'il faut pas se priver de solutions techniques de cet ordre-là, justement, pour libérer le marché. Vous n'êtes pas le seul à penser ça, Jérôme de Champsavergne, parce que y a vraiment une idée de repenser, parce que je pense, on a échangé avant l'émission avec Bruno sur le BRS, le bail réel solidaire. On a le sentiment qu'il va falloir repenser justement techniquement le moyen de parvenir à, et de peut-être plus le faire comme on l'a fait pendant un certain nombre de dizaines d'années. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ça? C'est ce genre de solution. Il y a aussi une autre proposition qui est faite par la FNIM, c'est investir aujourd'hui pour défiscaliser demain. Redonner la confiance aux bailleurs sur des problématiques de retraite. C'est aussi par des solutions simples. L'État n'est pas dépossédé d'une ressource fiscale et puisqu'en fait aujourd'hui on reporterait la défiscalisation au moment de la retraite, on pourrait exonérer les loyers sur une période de 10 ans pour la retraite. Bon, c'est des solutions qui sont simples, qui pourraient être mises en œuvre. Donc, avec des études d'impact ou pas? Ouais. Mais oui, parce que parce que c'est toujours ça. On en revient à cette question dont on parlait tout à l'heure. C'est bien beau. On a tous, on foisonne d'idées, mais est-ce que concrètement, ça n'a pas des effets pervers parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est ni plus ni moins que l'agrégat de. L'étude d'impact, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'investisseurs. Il n'y a plus d'investisseurs parce que les taux sont trop élevés par rapport à la rentabilité. Il y a plus d'investisseurs parce qu'il y a une fiscalité qui est trop forte. Il y a plus d'investisseurs parce que le sujet de la rénovation énergétique, des travaux, des DPE n'est pas clarifié. Encore une fois, à la FNIM, on a demandé de faire remonter l'ensemble des DPE et des scorings qui nous semblaient curieux. Des propriétaires qui ont fait des travaux, des logements qui ne nous semblent pas du tout être en indécence énergétique, avec des résultats surnaturels. Eh bien, on en trouve. Ça veut dire que tant qu'on n'aura pas fiabilisé ce DPE, qui, je vous le rappelle, a été modifié dans le logiciel inaccessible, a été modifié plus de 14 fois depuis sa naissance, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que les nouvelles mesures vont permettre de ressortir de l'indécence DG 140 000 logements, mais c'est pas 140 000 logements qu'il faut ressortir. C'est quelques millions de logements. Donc c'est aussi de l'effet d'annonce. On va dire qu'il y a de bonnes intentions. Ça montre au moins ça, et on le prend comme tel.
la route est encore longue. Pardonnez-moi. Écoutez, il nous reste vraiment plus de temps. Néanmoins, je voulais quand même vous poser une petite question. Comment vous voyez le secteur du logement ces 5 prochaines années ? Disons à court, moyen terme. Moi, je répondrai à cette question par le prisme de notre métier. Les crises, elles ont une grande vertu. C'est de se repenser, c'est de se réimaginer, c'est de travailler sur, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais sur l'innovation. Et je pense que nous qui faisons un métier traditionnel, un métier qui trouve son succès, sa réussite dans la relation humaine, elle doit en permanence faire preuve de prospective. Et les situations telles qu'on les vit, et on en a connu d'autres, finalement, nous permettent toujours de renaître dans une dimension plus vertueuse envers le client, plus vertueuse dans la manière d'aborder la relation et plus vertueuse dans la manière de gérer nos process et d'intégrer et de donner un avenir pour nos collaborateurs, parce que finalement, l'immobilier et le logement, c'est un métier de passion et qui a un grand avenir. Vous estimez à combien la perte là au niveau des salariés par rapport à cette conjoncture ? Les derniers chiffres que l'on a, parce qu'on le suit évidemment de manière très précise, à fin mars, on est le 20 mars, c'était 1300, 1400 agences en cessation d'activité. Donc peut-être qu'on va atteindre les 2000 agences. Mais il s'en était créé 4800 dans les 5 dernières années. Donc là, encore une fois, c'est des chiffres à relativiser, même si ce sont des situations individuelles. Ce sont des situations difficiles, ce sont des trésoreries qui sont extrêmement tendues. Il y a de l'incertitude, mais finalement, c'est aussi retrouvons un peu de normalité pour mieux rebondir. Un petit mot juste avant de se quitter, et on fera un tour de table pour le mot de la fin pour chacun, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'aborder la question de la tech, et vous l'avez abordé à demi-mot à l'instant, l'innovation, parce que vous êtes un quinquagénaire lancé sur la PropTech depuis 3 ans et demi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Charlotte, oui. Avec Greenlock. Alors, oui, Greenlock, c'est une solution qui permet aux agents immobiliers, sur le volet de la location, là encore une fois, dans nos métiers, il est extrêmement important de travailler sur la synergie de nos métiers. La synergie des métiers, c'est le syndic avec l'administration de biens et le syndic et l'administration de biens avec la transaction. Donc c'est valoriser nos entreprises en intégrant l'intégralité des parcours et nos professions sur ces expertises. Et Greenlock, c'est permettre à un agent immobilier d'intégrer dans son cabinet la dépose de la candidature en ligne. La dépose de la candidature en ligne, Dieu sait que le sujet de la location est souvent un sujet compliqué et on en parle en ce moment et on l'a abordé dans l'aspect de la tension sur ces marchés. C'est permettre à un professionnel de satisfaire son client, de pouvoir gérer la sécurisation de la data et Dieu sait que la notion d'antifraude aujourd'hui ou de la fraude en matière de complétude de dossier, c'est un sujet. C'est de pouvoir traiter les sujets de la discrimination, qui est un sujet dans nos métiers qu'il faut combattre. Et puis, c'est aussi traiter le sujet de la RGPD. Donc, des solutions digitales hyper simples pour que le professionnel de la location puisse intégrer de l'exigence, du respect de la législation et aller chercher du développement avec un meilleur service. Donc, c'est une idée hyper simple, mais ça nécessite beaucoup de développement et ça nécessite aussi que nous, professionnels, agents immobiliers, on soit en capacité de lever la tête du guidon pour regarder ce qui se passe, regarder les enjeux et de se dire oui, j'y vais, j'accepte de revoir mes process pour aller sur d'autres sujets. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'innovation ne fonctionnera qu'à partir du moment où on lèvera la tête du guidon. Mais en ce moment, il y a de quoi lever la tête quand même. Hein ?
On a un peu plus le temps de regarder ce qui se passe. En tout cas, s'il faut la lever, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Et écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie pour ce petit éclairage qui nous aura permis de comprendre un peu votre personnalité par rapport à la fois au côté engagement syndical qui est très affirmé chez vous, et puis en même temps sur cette appétence pour la PropTech, la French PropTech comme on l'appelle. Est-ce qu'Erwan, tu souhaiterais terminer par quel serait le mot de la fin pour toi ? Merci pour tous vos éclaircissements parce que j'ai appris énormément de choses et pu comprendre un petit peu aussi certains enjeux et avoir aussi la vision des professionnels du secteur qui vient superposer un petit peu tout ce qui peut être mis en ce moment pour ou contre surtout les propriétaires en les faisant passer pour les méchants. Donc merci beaucoup, j'ai appris énormément de choses. Je vous en prie, les méchants ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Bruno ? Alors moi j'ai envie de dire haut les cœurs et pas haut le cœur. Ce serait intéressant de revoir Monsieur de Champsavin en fin d'année. Parce qu'on a quand même des cycles qui vont très vite aujourd'hui, savoir si les taux ont baissé, si le marché s'est un peu débloqué, ou si ça s'est enquisté. Ou si le marasme continue. Et si ce ne sont pas des slogans politiques, électoralistes, etc., ou si les choses sont... Ce qui a été annoncé va être suivi des faits. Effectif. Je serais très intéressé. Avec grand plaisir. L'invitation est lancée. Je t'en prie. Oui, non, moi ce qui me frappe, on a beaucoup parlé de crise du logement, mais ce qui est beaucoup ressorti, ce qui me frappe beaucoup, c'est la crispation de tout le monde. C'est la crispation à la fois des locataires qui ont du mal à trouver des appartements, des propriétaires, en raison de toutes les normes qu'on connaît sur le DPE, la fiscalité, etc. La crispation des professionnels qui gèrent et qui administrent des biens, qui les vendent, voilà. Et des constructeurs immobiliers, parce qu'on est aussi dans une crise qui va, à un moment donné, se traduire par des pertes d'emplois. Ça, c'est quasiment... c'est acté, quoi. On sait que ça se traduira là-dessus. Donc, c'est la crispation de tout le monde. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment ce qui caractérise la crise du logement d'aujourd'hui, quoi. La crispation. Ouais, la crispation. Ouais. J'ai entendu la crise passion et je trouvais ça très chouette comme terme. Non, mais c'est vrai. À partir du moment où vous avez des enjeux de vie, il y a quelque chose de l'ordre des passions humaines qui vient s'insérer là-dedans et qui fait que ça prend aussi des proportions assez importantes. Jérôme, le mot de la fin. Est-ce que vous étiez bien dans le grand jury de la presse immobilière ? On y était très bien accueillis, en tout cas. Les thématiques qui ont été abordées sont les thématiques qui, me semble-t-il, sont essentielles aujourd'hui. On a traité beaucoup de choses. On a parlé de confiance en début d'émission. C'est le mot de la fin. On a parlé aussi de bon sens. Mais en fait, souvent... on a parlé de millefeuille, mais voilà. Donc mais j'ai entendu aussi un ministre, un premier ministre qui parle de simplification, et je pense que si simplement on pouvait résumer pour résoudre ces crispations et cette crispation par plus de simplicité dans la relation les uns avec les autres, plus d'écoute, on arriverait à avancer assez vite. Donc voilà, c'était peut-être le mot de la fin. Eh bien, écoutez, moi, je clôturerai en disant que vous avez dit, à juste titre tout à l'heure, des fois, il faut savoir regarder derrière. J'ai envie de dire, le Code civil est de 1904, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à être... 1804. 1800, pardon. 1804, tout à fait. Il a été mis en place sous Napoléon. Ça commence à faire un paquet d'années et on a empilé par-dessus ça. Mais bon, il est peut-être temps de penser aussi une grande réforme législative, en plus peut-être futurement d'un grand plan logement. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre présence. C'était une émission que j'ai eu plaisir à faire à vos côtés. Je vais raccrocher tout de suite le micro parce que je pense que mon technicien va s'impatienter. On a bien débordé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis dans ce grand jury de la presse immobilière et on se retrouve 3e jeudi du mois en avril pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.
Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.